Salut à tous et bienvenue sur Johnny Catch. Il est la vipère, le legend killer, le 14 fois champion du monde, Randy Orton. Dans cette vidéo, on vous propose en version française une interview qu'il a réalisée avec le Rattlesnake du Texas, le maître du stunner, la légende Stone Cold Steve Austin. Dans cette conversation sans filtre qu'ils ont eue le 16 mars 2021, le créateur du RKO va prendre du recul sur sa vie et sa carrière, nous parler de ses débuts à la WWE, de comment il a réussi à se faire remarquer par Triple H pour ensuite former le clan d'Evolution, de sa relation avec Ric Flair, de comment il a vécu son premier match contre l'Undertaker en 2002, mais aussi de son premier contact avec Batista à l'OVW. C'est une discussion passionnante entre deux légendes dans laquelle on découvre également les détails de comment s'est passée son expérience dans l'armée quand il était plus jeune, comment il a été signé par la WWE alors que juste avant, il croyait avoir tué le coach dans le ring, et aussi son regard très autocritique sur ses promos. Cette interview est marquante et nous montre que pour son évolution en tant qu'être humain et pour la richesse de sa carrière, Randy Orton est un des plus grands de ce business. N'hésitez pas à faire comme SmokeMon93 TV qui est très fidèle à la chaîne et qu'on remercie du fond du cœur en vous abonnant, en likant et en partageant la vidéo pour faire grandir la chaîne tous ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch, Randy Orton en interview avec Stone Cold Steve Austin. C'est parti! Aujourd'hui, mon invité est le 14 fois champion du monde, la vipère, Randy Orton. Randy, pour commencer, dis-moi 5 légendes que tu aurais aimé affronter. Tu sais quoi, Steve? J'ai eu la chance d'affronter tous ceux avec qui j'ai voulu être dans le ring. Que ce soit Hulk Hogan, Shawn Michaels, l'Undertaker. Je veux pas t'énerver, mais tu ferais partie de ceux que j'aimerais affronter. On n'en a jamais eu l'occasion. Je mettrais aussi Jake the Snake Roberts, Don Muraco, Roddy Piper. Et je dois aussi mettre mon père, Cowboy Bob Orton, sur cette liste. On va jouer à un jeu, l'association de mots. Je vais te dire un mot ou un nom, et tu dois me donner tout de suite ta réponse. Est-ce que tu es prêt? Jamais. Mais vas-y. Charlotte Flair. Talent incroyable. Tommaso Ciampa. Petit. Nia Jax. Pas petite. Ricochet. Incroyable. Mais il lui manque quelque chose. Et j'aimerais l'aider... Attends. T'as dit association de mots, pardon. Riddle. Riddle. Je commence à bien l'aimer. Keith Lee. Un autre talent incroyable. Otis. Otis. Un sacré worm. Biggie. Un mec super. J'ai un autre petit jeu pour toi. Je vais te donner une phrase ou te poser une question. Donne-moi ta première réponse. Ton héros préféré de film d'action? Toi, Steve. Ton team song Burn in My Light ou ton team song Voices? Voices. Ton plus grand mentor? Mon père. Ton burger de fast-food préféré? Le Big Mac. Le coéquipier avec lequel tu avais le plus d'alchimie? Edge. Le meilleur conseil qu'on t'a donné? Soit ralentis, gamin. Soit travaille plus intelligemment, pas plus dur. Et pour finir, la prise que tu fais, que tu préfères, à part le RKO? Le superplex. Allez, on est parti pour cette interview, gamin. Comment ça va? Ça va super. Je suis très content d'être là. Et je dois dire que j'ai pas l'impression qu'on se soit déjà vraiment parlé tous les deux. Et pourquoi? Je vais être honnête avec toi. Je croyais que tu m'aimais pas trop. Je sais pas pourquoi. Attends, mec! Quand est-ce que t'as débuté? En 2003? J'ai débuté en avril 2002, donc nos chemins se sont croisés. D'ailleurs, je crois que j'ai encaissé le stunner mieux que personne l'a jamais fait. On y viendra, on y viendra! Je crois que j'étais sur la fin de mon run à la WWE, et toi tu arrivais. T'étais un jeune, beau gosse, avec un gros potentiel. Moi, je faisais mes trucs de mon côté, mais de toute façon, je suis un solitaire. Mais oui, c'est un peu la vraie première fois qu'on parle ensemble. Comment tu vas alors? Je suis très heureux. La vie me sourit. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai beaucoup de chance. Est-ce que tu as toujours été heureux ou est-ce que tu es à un moment de ta vie
où les choses se passent bien pour toi? J'ai la quarantaine maintenant. J'ai roulé ma bosse. Je peux prendre du recul sur la carrière que j'ai eue. À travers tous les bons et les mauvais moments, je vois la chance que j'ai aujourd'hui d'être là où je suis maintenant. La chance que j'ai eue d'être dans cette entreprise incroyable. Je fais de mon mieux pour être quelqu'un de bien, pour être un bon performeur et donner aux fans ce qu'ils veulent. Mais surtout, le plus important, je fais de mon mieux pour m'assurer que ma femme et mes enfants vont bien. Et j'ai l'impression que quand eux vont bien, tout le reste ira aussi. Donc là, maintenant, dans ma vie, je suis heureux. C'est super! Juste avant, là, je faisais des recherches sur ta carrière. Je me rappelle quand t'es arrivé alors que t'étais encore tout jeune. J'ai toujours apprécié ton travail. J'étais un grand fan de ton père, Cowboy Bob Orton, quand j'étais jeune. Tu as toujours été bon dans le ring. Tu as toujours fait des bonnes promos. Mais avec le temps, tes promos sont devenus de plus en plus incroyables. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu es la meilleure version de ta carrière. Tu es d'accord? Ou je raconte n'importe quoi? Je suis d'accord. Je pense que tu as raison. Et je suis très dur envers moi-même. Et quand je prends du recul sur tout ce que j'ai fait dans ce business, j'ai gagné le Royal Rumble 2 fois. Je crois que j'ai plus de matchs télévisés que n'importe qui d'autre dans l'histoire de la WWE. J'ai une vraie expérience maintenant. Mais mes promos ont toujours été médiocres. Pendant des années, je me suis concentré sur le in-ring. Et je me rappelle que la raison pour laquelle tout à l'heure j'ai dit que je croyais que tu m'aimais pas trop, c'est parce que tu as déjà fait des interviews dans le passé où tu clashais mes promos. À l'époque, ça m'énervait. Mais en fait, t'avais raison. Et je crois que c'est Michael Hayes, un des officiels, qui m'a dit il y a pas longtemps. Randy, quand tu regardes tous les gars qui ont eu une carrière digne du Hall of Fame, ils étaient tous bons dans le ring. Mais ils savaient faire d'excellentes promos. Ils étaient bons au micro. Mais toi, t'es pas bon au micro. Et pourtant, tu es dans ce groupe prestigieux de gars. Et je trouve ça bizarre. Il m'a dit ça. Et j'avais besoin de réfléchir à ce qu'il m'a dit. Ça t'a énervé? Ou tu t'es dit, hé, hey, j'ai un gars qui est honnête avec moi et qui me dit les choses cash? Dans la relation que j'ai avec Michael Hayes, on est chacun cash et honnête avec l'autre. Donc ça m'a pas énervé. Mais c'est comme si pendant des années, je voulais pas entendre cette critique. Quand toi tu l'as dite, je voulais pas l'entendre. Je savais que j'étais assez bon pour me débrouiller et faire ce que j'avais à faire. On a parlé de bons et de mauvais moments tout à l'heure. Dans ces mauvais moments, j'étais dans un état où j'étais assez bon pour me permettre de rester debout toute la nuit, de ne pas me traiter de la meilleure manière possible. Je dormais, je zappais l'entraînement, j'arrivais au boulot, je me frottais les yeux pour me réveiller, j'enfilais mes bottes, et là, j'allais tout déchirer dans le ring. J'ai toujours eu de la chance d'avoir ce talent. Mais j'ai réalisé, il y a à peu près 1 an, à quel point les promos sont importantes. J'ai un peu honte de dire, surtout à quelqu'un comme toi, que ça m'a pris si longtemps de réaliser ça. Je pense que le fait que mes promos étaient corrects jusqu'à ce moment-là, c'était assez pour me débrouiller. Il y a eu un moment dans ma carrière où il me laissait beaucoup moins avoir le micro. Et je savais pourquoi. C'est parce qu'il y avait plein d'autres gars meilleurs que moi au micro. Je faisais mes matchs, je faisais de mon mieux pour avoir les meilleurs matchs possibles. Et si je n'étais pas dans 5 segments, avec notamment des interviews backstage, ça m'allait très bien. Parce que je savais que j'allais me mettre over dans mon match avec le gars avec qui je bossais. Mais cette histoire qu'on raconte, ce fil rouge constant dans les shows, ce qu'on dit au micro est tellement important pour ça. C'est presque plus important que les matchs eux-mêmes parfois. Et j'ai trouvé une manière, à travers les quelques rôles que j'ai eus dans des films, j'ai trouvé une manière de ressentir ce que je raconte. Et la première fois que j'ai vraiment pu ressentir ce que je disais, c'était quand j'étais contre Edge, début 2020. Vince McMahon voulait que je dise des trucs comme quoi Edge et moi, on était amis depuis longtemps. C'était n'importe quoi. On essayait de raconter des trucs sur mon amitié avec Edge. Et 10 minutes avant d'aller faire cette première promo entre nous, j'ai dit Vince, je ressens pas du tout ça. Mais quand j'avais 19 ans, à Saint Louis, j'ai rencontré Edge et je venais de signer un contrat de jeune talent. Et Edge est venu me voir et m'a dit qu'un jour peut-être, on travaillerait ensemble. Il m'a souhaité bonne chance. Je me rappelais de cette scène quand j'avais 19 ans et on était là, 20 ans plus tard. Et ça c'est réel. J'ai pu ajouter quelques trucs autour
et en faire quelque chose que je ressentais vraiment. Peu importe ce que je fais de mon mieux pour vraiment le ressentir. C'est toujours un processus avec moi. Si j'arrive à ressentir le truc, je sais que je vais assurer. Tout à l'heure, on discutait hors caméra de tes matchs qui m'ont le plus plu. Et j'ai vraiment aimé tes matchs avec Jeff Hardy. Ton catch était lent, méthodique, très vicieux, très calculé. Et bien sûr, Jeff Hardy est un catcheur incroyable. J'ai aussi vu des vidéos de toi à l'Ohio Valley Wrestling, une autre où tu étais à SmackDown il y a quelques années. Tu étais capable de faire des promos, mais tes mots manquaient de tranchant. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une vraie intention derrière tes mots. Je n'entends plus seulement quelqu'un parler. Je ressens ce que ce gars dit. Et quand je peux ressentir ce que le gars dit, je suis embarqué par le truc. Je crois au gars qui est en train de parler. Tu ne fais plus que dire des phrases. Tu les penses vraiment maintenant. Tout est dans la manière de dire ces choses. Et c'est ce que j'ai fini par découvrir. C'est pas les mots qui comptent. Je pourrais parler de tout et de rien. Mais si je commence à vivre ce que je raconte, si mes veines commencent à ressortir, si je change de regard, si je serre la mâchoire, ça peut tout changer. Ça m'est déjà arrivé de ne pas vraiment dire quoi que ce soit, mais que des gars viennent me dire que ma promo était super. Bien sûr que tout est aussi dans les poses, le langage corporel. Tu peux ressentir tout ça chez quelqu'un. Et vraiment, bravo pour ça. Ça va être très compliqué de parler de tout ce que t'as fait dans ta carrière. Mais en grandissant dans la famille où t'as grandi, avec ton père et ton grand-père qui étaient catcheurs, comment c'était d'être un mec de troisième génération? Tu étais destiné à devenir catcheur? Je ne parle pas beaucoup de ça en général. J'ai fait beaucoup d'interviews où je donnais à ça la réponse facile. Oui, j'ai toujours voulu être catcheur. Mais la vérité, et c'est la première fois que je le dis devant une caméra, c'est que je n'étais pas un passionné de catch. Quand j'étais au lycée, j'ai commencé à aimer le catch, mais du point de vue d'un fan. Mais je ne vivais pas pour ça. Je ne respirais pas ce business. Alors que par contre, c'était le cas de beaucoup de gars avec qui j'ai travaillé. J'ai tellement de chance d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Parce qu'avant, c'était juste ce que mon père faisait pour vivre. Il aurait pu être agent d'entretien ou vendeur de sacs. Pour moi, ça n'avait pas d'importance. Il était souvent pas là. À cette époque, il n'y avait pas les portables et les réseaux sociaux. Et ma mère ne m'a pas dit un jour: Allez, ce soir, on va se caler devant la télé et on va regarder papa. Il partait pendant 1 ou 2 mois. Il pouvait revenir du Japon et je pouvais voir ce qu'il avait ramené de là-bas dans son sac. Il pouvait me rapporter un cadeau de là-bas. Mais pour moi, le catch, c'était juste ce que mon père faisait pour vivre. Plus tard, au lycée, c'est là que je suis devenu un fan de catch. On se regardait les pay-per-view. À l'époque, le catch, c'était énorme. Et je me rappelle des gars qui me disaient: Mec, qu'est-ce que t'attends pour te lancer dans le catch? Je n'avais pas la confiance en moi de suivre la voie de mon père. Je pensais vraiment qu'il n'y avait aucun moyen pour que j'arrive à faire ce qu'il faisait. En grandissant, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Je me suis dit: j'ai pas envie d'aller étudier. Des sports peut-être? Ouais, j'aime en faire. Mais je suis pas suffisamment à fond dedans pour en faire à niveau universitaire. Je faisais de la lutte au lycée. Je me débrouillais pas mal. Mais je n'étais pas un Bobby Lashley ou un Kurt Angle. Je n'étais pas conditionné pour comprendre ce business comme j'aurais peut-être dû pour éventuellement marcher sur les traces de mon père. Pour moi, à cette époque, devenir catcheur n'était pas une possibilité. Donc tu t'es engagé dans les marines, à l'armée, et ça s'est pas super bien passé. Ouais, le camp d'entraînement s'est bien passé. J'ai eu une promotion au mérite. Je suis allé à l'école d'infanterie. J'ai été sur un bateau. Ça s'est bien passé. Je suis arrivé aux forces maritimes. Et là, tout recommençait. Un camp d'entraînement encore. Et c'était l'opposé de ce qu'un vestiaire devrait être. Normalement, dans un vestiaire, on doit être là les uns pour les autres. Et là, je me suis dit, c'était pas pour moi. Je me suis barré. Je me suis absenté sans autorisation pendant 83 jours. Je suis revenu, je me suis rendu. Je pensais qu'ils me donneraient tous les papiers et que ce serait réglé. Mais ils m'ont dit: Non, 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 t'as signé un contrat avec l'oncle Sam, gamin. Tu vas attraper ton fusil et tu retournes sur le terrain avec le reste de ton peloton. J'ai dit: Quoi? Je vais nulle part, il n'y a pas moyen. Ils m'ont emmené voir le commandant du peloton.
J'avais désobéi à un ordre direct de retourner sur le terrain. J'ai eu une punition pour mauvaise conduite. Ils m'ont mis au trou pendant 45 jours. Et ensuite, je vivais à la maison avec mes parents. À ce moment-là, bien sûr, mon père ne catchait plus, à part quelques trucs dans les indies et aller signer des autographes. Et mon père et moi, on a construit une petite chambre au sous-sol pour que j'y vive. Je travaillais de nuit à la station d'essence au coin de la rue. Un autre mois passe, j'allais avoir 19 ans, et je dis à mon père, est-ce que tu crois que peut-être je serais capable de faire ce que toi tu faisais? Il me dit, ah, laisse tomber, je suis blacklisté, moi. À New York, ils voudront jamais de toi. Il pensait que j'avais aucune chance d'y arriver. Ma mère, elle, ne m'a jamais poussé pour que je sois catcheur. Elle n'a jamais aimé ce que mon père faisait. Mon père ne m'a jamais poussé non plus. Alors, j'ai dû aller lui en parler moi, après avoir connu cette période compliquée. Mais il a fini par passer cet appel pour moi. Et au final, tous les anciens qui étaient encore à la WWE adoraient mon père. Tout comme tous les gars qui ont travaillé avec lui à l'époque. Ils lui disaient, t'as un fils? Quelle taille il fait? Il leur dit, oh, à peu près 1m93 et à peu près 110 kilos. J'étais déjà prêt à y aller en fait. Alors, il m'a envoyé à Stamford. Et je suis allé rencontrer un de tes mentors, Tom Pritchard. C'était en octobre 1999. Et il m'emmène dans le ring. Il me fait faire un shoulder tackle sur lui, ce que j'avais jamais fait de ma vie. Il prend le bump. Il va par terre. Et je croyais que je l'avais tué. Il commence à rouler par terre. Il criait. Il était en pleine souffrance. Et j'étais là, dans cet entrepôt à Stamford. Et je me disais, je viens de blesser ce gars. Oh mon Dieu! J'étais stressé. Mais pendant que Tom Pritchard vendait encore mon shoulder tackle, son frère, Bruce, avait appelé mon père en lui disant « Félicitations Bob, on va le signer ton fils ». Et 6 mois plus tard, je vais à l'OVW. On m'a donné cette opportunité sur un plateau, Steve, et je suis le premier à l'admettre. Parle-moi de quand t'étais à l'OVW. Quand tu étais là-bas, il y avait aussi John Cena, Brock Lesnar, Batista, Shelton Benjamin. C'était un sacré roster. Je sais pas ce que je croyais. Je suis allé là-bas un jour en avance. Je toque à la porte, ils étaient en plein entraînement. C'était un dimanche, et là, Batista ouvre la porte. Il faisait 150 kilos à l'époque, le crâne rasé. Et il me dit « Hé !» Et moi je me dis « Mais qu'est-ce que je fais ici ?» Puis après, il y avait Shelton Benjamin. Je crois que quelques mois plus tard, il y a Brock Lesnar qui débarque. Puis il y a Cena. Je faisais déjà un peu jaser les autres. Il y avait tous ces sportifs de haut niveau. Des gars comme John Cena qui vivaient pour ce business. Et là, il y avait moi, à qui on a donné cette opportunité sur un plateau. Je me rappelle qu'un jour, on faisait un entraînement et Danny Davis, le fondateur de l'OVW, me dit « Montre-moi un saut chassé !» Je le fais, mais je touche à peine les genoux du type. Et là, tout le monde se disait « C'est le fils de Cowboy Bob Orton, ça ?» Je savais que j'avais du pain sur la planche. Mais 1 an et demi plus tard, moi, Lesnar et 2 autres gars qui ne sont plus dans ce business, on a été les 4 premiers à être appelés dans le main roster. Donc je suis arrivé là-bas en étant bidon. Et c'est là qu'une flamme s'est allumée en moi. Pendant les 18 mois suivants, je me suis assuré de prouver à tout le monde que je méritais d'avoir cette opportunité. Et je me rappelle être sur la route après un des shows, avec une voiture de location que la compagnie avait payée. Lesnar conduit, il me regarde et il me fait « Tu te rends compte qu'on est payé pour faire ça ?» T'imagines Lesnar dire ça? Je ressentais pareil. Et c'était ça notre attitude à l'époque. On avait tellement de chance d'être là. On se disait presque « Gardez-le votre argent. On a déjà la belle vie là. » Hé, mais il y a plein de mecs qui disent souvent « On est payé pour ça. On le ferait même gratuitement. » Mais en tant que businessman, faut pas penser comme ça. Tu dois aussi apprendre comment ça marche en dehors du ring. Comment s'est passé pour toi tout cet apprentissage du business? J'ai vu des vidéos de toi à l'OVW et tu étais bon dans le ring. Une fois que j'avais compris les bases, ça allait pour moi. Ça a marché pendant quelques années. Puis là, on m'a mis avec Triple H et Ric Flair. C'est là que tu es passé au niveau suivant. Parce qu'en général, quand on a compris toutes les bases,
les gars se disent « ça y est », ils prennent la confiance. Et d'un coup, ils sont face à des gars bien meilleurs et ils se disent « je croyais que j'avais tout compris ». Mais parle-moi de ce que, à ce moment-là, Triple H et Ric Flair ont fait pour toi. Des petites choses que le fan lambda ne remarque peut-être même pas. Mais si tu fais assez de toutes ces petites choses, le spectateur va croire davantage en toi. Petite chose après petite chose après petite chose. C'est là que j'ai fini par trouver ce qui me correspondait, après m'être fracassé les épaules quelquefois. Je me suis dit, ok, alors si je peux pas faire toutes ces prises aériennes là, je vais plutôt ralentir mon catch. Si par exemple, je fais un headlock à un gars, plutôt que de rester planté dans cette prise, tout est dans le langage corporel. Je vais le travailler, le serrer, bouger, le torturer en quelque sorte. Je vais faire plein de petites choses, mais la caméra le voit. La caméra voit la moindre de tes expressions sur ton visage. Tout au long du match, c'était plein de choses comme ça. Et même en dehors du ring, comment tu te tiens, ta présentation. J'ai tellement appris en étant sur la route avec Triple H et Ric Flair. Ric est génial. Il est complètement fou. Dans le meilleur sens du terme. C'est impossible de ne pas aimer cet homme. Tu as été avec beaucoup de grands de ce business. Mais pour moi, Ric Flair est le plus grand de tous les temps. Tôt dans ta carrière, à SmackDown, le 30 mai 2002, tu as eu droit à un match avec l'Undertaker. Tu avais 22 ans. Qu'est-ce que tu en penses avec le recul? Être dans cette position ce soir-là, de bosser avec l'Undertaker, encore une fois, et c'est vraiment un fil rouge de cette interview, j'ai eu beaucoup de chance. Va savoir pourquoi. Il a vu quelque chose en moi. Et ça, c'était avant Evolution, et avant que Triple H et Ric Flair me prennent sous leur aile. Il m'a aussi tellement donné dans ce match qu'on a eu. Après le match, on était à la Gorilla Position, et Vince McMahon passait un savon à l'Undertaker. Il lui demandait ce qu'il faisait. Pourquoi il avait fait autant dans le ring avec moi. Là, Taker dit quelque chose du style « c'est pas ce qu'on essaye de faire ici? Mettre d'autres gars over ?» Je me rappelle être assis. Je participais pas à la conversation, mais j'étais comme une mouche sur le mur. J'entendais tout ça. C'était un de ces nombreux cas de figure où un gars qui était à la WWE depuis longtemps, qui était déjà une légende, est venu vers moi en me disant « hé gamin, je vais te faire ce cadeau. Ce que tu choisis d'en faire, c'est entre tes mains. Et ce que tu vas devenir, c'est entre tes mains. Mais je vais prendre un risque et me dire que tu en vaux la peine. » Ce match était tellement important pour moi. Pour l'anecdote, et c'est très drôle, ça a eu lieu à l'époque où SmackDown était enregistré et pas en direct. Et quand ça a été diffusé, ils avaient coupé tous mes meilleurs moments où j'attaquais. C'était devenu un match de 3 minutes. Mais je m'en rappellerai quand même toute ma vie. En 2003, tu étais là avec ces grands noms et tu as fait partie d'Evolution. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu en pensais? C'était assez simple. À ce moment-là, j'étais bien plus jeune. Pendant la journée, quand on allait faire de la télévision le soir, avec tous les nouveaux gars, on se retrouvait déjà dans le ring. Je crois que je revenais d'une blessure à cette époque. Et je travaillais avec un type dans le ring. Il m'avait fait un figure fort. Et j'étais en train de vendre sa prise. Je travaillais sur mon selling. Et je me rappelle que Triple H était passé. Et je savais qu'il regardait. Alors, j'ai commencé à en rajouter. J'ai fait tout ce que je pouvais pour qu'il me remarque. Et ce jour-là, un peu plus tard, quelqu'un vient me voir et me dit qu'il pense à former un groupe avec moi, Triple H et Ric Flair. Et par la suite, j'ai appris qu'en me voyant dans le ring ce jour-là, Triple H s'est dit « ce gamin, il a quelque chose. En plus, c'est le fils de Cowboy Bob Orton. Les chiens ne font pas des chats. On tient peut-être quelque chose là. » Pour moi, c'était énorme. Mais vu comme j'étais encore très jeune, j'avais aucune idée de l'ampleur de ce qui se passait pour moi à ce moment-là. Et avec du recul, je suis le premier à admettre de la chance que j'ai eue que Triple H et Ric Flair me prennent sous leur aile. Eric, c'était comme mon père sur la route. Il était super. Je me suis déjà confié à lui. Il m'a déjà parlé de choses sérieuses de la vraie vie. On est tous des êtres humains et on a tous besoin d'une séance de thérapie de temps en temps. C'est la vraie vie et on est tous des performeurs. Il n'y a pas de vraie longévité dans ce business. Et je pense qu'à partir de ce moment-là de ma carrière, jusqu'à maintenant, et peut-être
pour les 10 prochaines années. La longévité, c'est ça l'héritage que je veux laisser derrière moi. Que j'ai été là pendant X années à travailler ici à plein temps, ou presque à plein temps. Vu que vous faisiez vos trajets ensemble sur la route quand tu étais dans Evolution, est-ce que ça arrivait que Ric Flair te donne comme des cours? Est-ce qu'il prenait l'initiative de t'apprendre des choses? Ou est-ce qu'il te donnait des conseils quand tu lui en demandais? Un peu des deux. Triple H, lui, était un gars qui voulait toujours parler du business. Et tu le connais mieux que moi. Ce business, c'est toute sa vie. Rick était un peu différent. Et je sais que tu le connais très bien aussi. Rick était plus là à s'amuser. Il disait: Hunter, tu veux qu'on aille se prendre un bon steak? Viens, on va à l'hôtel. Le bar est toujours ouvert. Tu vois ce que je veux dire? Triple H m'a beaucoup appris sur le business. Ric Flair m'a beaucoup appris sur ce que tu fais après le show et que tu essayes d'aller à la ville suivante. Le moment où tu peux t'amuser. Avec Rick, spécifiquement, c'était aussi du in-ring. Regardez comme il était calme dans le ring. Le voir faire les choses qu'il voulait faire et qu'il faisait mieux que personne. Les trucs de son personnage que seul Rick pouvait faire. Et c'est tout ce qu'il avait besoin de faire. Je me disais, waouh, ce gars est arrivé à un niveau dans l'industrie où il est tellement aimé et respecté que c'est tout ce qu'il avait besoin de faire. Il a tout compris. Beaucoup d'autres gars comprennent ça aussi, Steve. Mais j'ai l'impression qu'il y en a vraiment très peu qui comprennent parfaitement ça. Il est au sommet. Moi, je suis pas à ce niveau-là. Mais je veux vraiment être à ce niveau. Écouter les conseils de chacun, Triple H par exemple, l'avoir dans les coulisses pendant nos shows et pouvoir lui demander son avis, c'est génial. Il a toujours une réponse sur tout. Et c'est peut-être pas toujours la meilleure réponse. Mais grâce à lui, tu vas réfléchir, aller dans certaines directions et finalement savoir ce que tu dois faire. Eric est aussi souvent là grâce à Charlotte Flair. Cette fraternité qu'on a formée il y a 20 ans, elle est toujours là, plus ou moins, et je l'adore. Dans cette partie-là de ta carrière, avec Evolution, est-ce que ton père t'appelait des fois pour te demander si ça te disait de tester ceci ou cela? Ou est-ce qu'il restait en dehors de tout ça? Mon père restait en dehors de tout ça. Sauf si je lui demandais spécifiquement de regarder quelque chose. Il me laissait me débrouiller, mais si j'avais besoin de quoi que ce soit, il était toujours là. Mais il y a eu des moments où j'ai commencé à lui parler de quelque chose lié au travail. Des fois où je me plaignais. Et il était le premier à me dire de la fermer et à me dire que j'avais déjà de la chance d'être là où j'étais. C'était toujours court et droit au but. Mais les conseils qu'il a pu me donner, je sais que c'était très précieux. Mais pouvoir dire exactement ce que c'était, je sais pas. Il vient me chercher en voiture et m'emmène à l'aéroport et me ramène à la maison chaque semaine, encore aujourd'hui. Et ce trajet de 30 minutes jusqu'à l'aéroport, c'est notre moment ensemble. Et on parle toujours du show de la veille. Il a eu 70 ans récemment. Et plus il vieillit, plus il est heureux de voir son fils réussir. Je pense qu'il est content de regarder les shows et de voir ma progression dans cette industrie. Je m'occupe bien de lui. Je m'occupe de ma mère. Je les aide. Parce que, encore une fois, tous ces gars comme Kevin Owens ou Daniel Bryan ont dû travailler dur. Et moi, j'ai pas eu à le faire. Et le minimum que je peux faire, c'est de prendre soin de l'homme qui m'a ouvert la voie dans ce business. On a déjà été ruinés quand j'étais plus jeune. Et j'ai porté des sneakers rouges bon marché pendant 2 ans. Et mes orteils sortaient des chaussures. Ma mère découpait mon jean et le transformait en short pendant l'été. Mais c'était trop court et les gens se moquaient de moi. Ça a été difficile. Il s'est donné corps et âme pour qu'on ait tout ce dont on avait besoin. Et maintenant, moi, je suis là, je suis bien payé, dans le monde entier, sur les réseaux sociaux, dans des films, j'ai une marque d'habits. Mon père n'a pas eu tout ça, mais il peut le vivre à travers moi, d'une certaine manière. De temps en temps, je le vois avec le sourire aux lèvres. Il est fier de son fils. Et ça signifie beaucoup pour moi que je puisse le rendre fier. Quand Batista et toi avez été choisis pour faire partie d'Evolution avec Ric Flair et Triple H, est-ce que ça vous a attiré des rancœurs en coulisses ou est-ce que vous étiez imperméable à tout ça? Je me rappelle spécifiquement d'un jour où je me suis réveillé à l'hôtel où il y avait aussi tous les autres catcheurs. Je vais au buffet pour le petit déjeuner
Et il y avait bien 5 ou 6 autres collègues assis à cette grande table en train de manger. Moi, à ce moment-là, je descends pour retrouver Triple H, avec qui je fais les trajets, pour avoir un petit déjeuner, puis aller m'entraîner à la salle. Donc je descends dans cette salle du petit déjeuner, mais Triple H n'était pas là. Les gars m'appellent et me disent de venir m'asseoir avec eux. Je les adore tous aujourd'hui, donc je vais pas donner de nom. Je leur dis non, non, merci, tout va bien, je vais me mettre là. Et j'étais assis là, tout seul, et Triple H finit par arriver, et il s'assoit face à moi. Il est dos à eux, et moi de temps en temps, je jette un regard vers eux, et je les vois me montrer du doigt et m'insulter. Et c'est comme ça que c'était. Et avec le recul, c'est génial. N'importe qui à cette table aurait accepté la position dans laquelle j'étais à ce moment-là. J'ai entendu des gars dire « Oh, ce mec reçoit un push trop tôt, blablabla. Bla bla bla. » Mais si tu es ce mec qu'on veut pusher, qu'est-ce que tu dis à Vince McMahon? Tu sais quoi, Vince? Je crois que j'ai besoin d'encore 6 mois dans le low card. J'ai encore besoin de traîner 6 mois au Performance Center. Non! Tu prends ce qu'on te donne. Tu dois saisir l'opportunité. Tout comme quand les officiels à l'époque ont dit « Oh, on a un beau gamin avec nous là. On va te signer, gamin. » Merci, papa. J'ai pris cette opportunité. C'est la même chose. On va parler du RKO. C'est devenu ta prise de finition signature. Comment tu as trouvé cette prise? Comment tu as trouvé le nom? C'est devenu célèbre. Et j'ai eu tellement de chance de travailler avec des gars hyper créatifs dans la manière dont j'allais leur mettre le RKO. Je peux pas me vanter de tous ces RKO spectaculaires, dans les airs, etc. C'était leur idée. Donc je ne peux pas tirer la couverture qu'à moi. Le mouvement en lui-même, bien sûr, il y avait déjà le Diamond Cutter de Diamond Dallas Page, le Ace Crusher de Johnny Ace, qui est maintenant plus connu sous le nom de John Laurinaitis. Laurinaitis me soutenait. J'essayais ce mouvement, je crois qu'il s'appelait le Overdrive, et ça me faisait un peu mal à l'épaule, que j'avais déjà dû faire opérer en plus. Et là, Laurinaitis m'a dit de faire le Ace Crusher. J'ai dit, ok, je l'ai un tout petit peu changé. Et j'ai dit, merci Johnny. Parce que je pouvais faire cette prise à n'importe qui, de n'importe où. Il n'y avait pas de préparation, rien. Boum. Et par rapport au nom de la prise, le premier soir où je l'ai fait à la télévision, je crois que c'était contre Hurricane Helms, Vince McMahon marchait dans le couloir et il nous fallait un nom pour cette prise. Moi, je m'appelle Randy Keith Orton et mes initiales, c'est RKO. Et j'ai eu cette idée. Ça rappelait le TKO, le KO. Donc je vais voir Vince dans le couloir et je lui demande ce qu'il en pense. Et il a continué à marcher. Il s'est pas arrêté. Et il a dit « Ça me plaît !» Et c'était tout. Et c'est devenu le RKO. Encore une fois, j'ai eu de la chance. J'ai été au bon endroit, au bon moment. D'une certaine manière, le RKO est en quelque sorte similaire à mon stunner, mais aussi différent. Il y a eu ce superbe RKO sur Ivan Bourne dans les airs. Ivan Bourne faisait son shooting star press. Ce gars pouvait atterrir n'importe où il voulait. Et le plus dur pour moi, c'était de me relever et de faire mon RKO. Je devais rester allongé et attendre le bon moment. J'avais juste à attendre et me relever. C'est lui qui a fait tout le boulot. Mais les gens sont là à dire que c'était le meilleur RKO de tous les temps. Pour célébrer tout ton succès, ça mérite un shot de whisky. En l'honneur du RKO et du Stone Cold Stunner. Santé! Santé, Steve. Et voilà pour cette interview de Randy Orton avec Stone Cold Steve Austin. Une interview très intéressante qui nous apprend beaucoup. Je pense notamment au fait qu'il considère ses promos avant 2019 médiocres et comment il a réussi à s'améliorer. À cette scène incroyable à laquelle il a assisté entre Vince McMahon et l'Undertaker après leur match en 2002. Aussi à ce qu'il a appris sur le catch en faisant partie d'Evolution. Vous avez pu vous familiariser encore plus avec le Legend Killer et ça me fait vous poser une question. Est-ce que selon vous, il a maintenant mérité l'honneur d'être intronisé dans le Hall of Fame de la WWE? Dites-nous ce que vous en pensez, ce sera un plaisir de lire vos commentaires et de partager nos avis ensemble, parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous aussi, vous rêvez de voir Orton contre Stone Cold Steve Austin un jour, explosez-moi la barre de like, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. C'est le meilleur soutien pour la chaîne et c'est très important.
Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront. On est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch.